Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'éditeur de code. Cette vidéo est basée sur le site javascript.info. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Et elle est plutôt destinée aux débutants. L'idée ici, c'est de faire un rapide tour d'horizon des éditeurs, des principaux éditeurs qui existent et de voir un petit peu leurs forces et leurs faiblesses. L'objet ici n'est pas de vous dire lequel est le meilleur. Le seul conseil que je me permettrai de vous donner, c'est de les essayer, de vous faire votre propre idée. Puisque un éditeur, c'est avant tout une histoire de goût, de confort, d'ergonomie. Et ce qui peut paraître bien pour les uns sera pas terrible pour les autres, etc. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, il faut distinguer que dans les éditeurs de code, il existe deux types, on va dire, en gros. Il y a ce qu'on appelle les IDE et ce qu'on appelle les éditeurs légers. Un IDE, c'est un environnement de développement intégré. Donc, IDE, c'est le terme en anglais. Alors, quand on dit environnement de développement intégré, on a évidemment l'éditeur de code en tant que tel et tout ce qui est autour de cet éditeur de code. On a notamment toute une série d'outils qui sont déjà prêts à l'emploi, comme par exemple un terminal intégré, un système de gestion de version comme Git, de l'autocomplétion qui est basée à l'échelle du projet. Je prends un petit exemple concret pour faire la différence entre un IDE et un éditeur de code léger. Quand je déclare une variable en haut d'un document dans un éditeur de code léger, si je veux réécrire cette variable un peu plus bas, l'éditeur de code léger va retenir que je l'ai déjà écrit quelque part et il va me proposer une autocomplétion. Ça m'évite de la réécrire. L'IDE va un petit peu plus loin puisque lui, il va proposer cette autocomplétion à l'échelle d'un projet complet. Par exemple, si j'ai déclaré une variable 30 fichiers plus loin, si je la réécris dans un autre document un petit peu plus bas ou dans un autre dossier, ça va garder en mémoire que je l'ai déjà écrite quelque part et ça va me proposer l'autocomplétion pour m'éviter de réécrire ce nom de variable et de gagner du temps. Ce principe d'autocomplétion à l'échelle du projet, ça permet aussi, si je change le nom d'une fonction ou d'une variable à un endroit, ça me permet en un clic de le changer partout où je l'ai écrite. Alors qu'un éditeur de code léger, c'est pas prévu pour ça. Ça travaille plutôt à l'échelle d'un fichier ouvert. Donc on voit bien qu'un IDE, c'est un éditeur beaucoup plus lourd à lancer, mais quand on travaille à l'échelle d'un projet, c'est beaucoup plus véloce. L'idée d'un IDE, c'est d'être le plus efficient possible, le plus productif possible, et d'éviter des tâches qui sont répétitives ou de devoir passer du temps dans de la configuration, de l'installation, etc. Donc il vient avec toute la panoplie d'outils déjà prête à l'emploi pour mener à bien un projet de A à Z. Et de l'autre côté, on a l'éditeur de code léger. Il est, comme son nom l'indique, léger. Donc c'est un logiciel beaucoup plus rapide à charger. Mais ce qui fait sa force pour éditer un petit script va devenir sa faiblesse quand on veut travailler sur des gros projets. Alors on va commencer avec le premier IDE qui est WebStorm. WebStorm est un IDE qui est développé par la société JetBrains. Ils sont très très connus pour développer quasiment les meilleurs IDE dans beaucoup de langages. On peut voir ici qu'il y en a pour du Ruby, du R, du Rust, du Scala, du Java, du Go. Bref, ils couvrent un peu les principaux langages informatiques. WebStorm est leur IDE dédié au monde JavaScript. On peut voir que cet IDE va couvrir aussi bien du front-end, comme du React, de l'Angular et du Vue, mais il va faire aussi du mobile. Il va faire du desktop et du serveur avec notamment Node.js Meteor. Évidemment, il vient avec tous les outils qu'on a décrits précédemment, un système de test unitaire, il vient avec un client REST pour développer des API REST. Bref, toute la panoplie d'outils utiles pour développer un projet de A à Z. Comme on l'a dit précédemment, ces deux principaux défauts sont que, évidemment, sa lourdeur, puisque c'est un gros logiciel. Donc, si j'ai un petit coucou, un vieil ordinateur, ça va être un petit peu compliqué de travailler avec des IDE. Et le deuxième point faible un petit peu, c'est son prix, puisque évidemment, c'est pas gratuit. Mais vu la qualité du logiciel, c'est pas étonnant que ce soit payant. Alors, on va voir un petit peu les tarifs. Alors, on va éviter les organisations, puisque j'imagine que si vous êtes un débutant, vous êtes un individuel. Donc, les tarifs commencent la première année à 59 € et c'est dégressif. La deuxième année, 47 €. La troisième année, 35 €. Ça peut paraître cher pour certains, pas cher pour d'autres. Moi, je vais voir ça sous le prisme de... c'est plutôt un investissement qu'une dépense.
Et j'ai une philosophie par rapport aux outils, c'est que quand je suis dans une démarche de professionnalisation, il est important pour moi de me doter des meilleurs outils possibles. Donc, payer pour un IDE, ça me gêne absolument pas. Alors, on peut payer ça soit à l'année et on a une petite réduction de 2 mois, soit on paye au mois et ça coûte 5,90 €. Une autre option, c'est si jamais je code pour d'autres langages, c'est de prendre tout le pack. Bon, là, c'est un petit peu plus cher puisque c'est à 249 € à l'année, la première année. Bon, c'est dégressif, la troisième année, 149. Maintenant, ça reste un coût quand même. Mais je trouve ça pas excessivement cher. En tout cas, la version simple WebStorm, la troisième année, je trouve ça pas excessivement cher. Alors, si on est apprenant, la bonne nouvelle, c'est que JetBrains propose des licences qui peuvent être gratuites ou fortement réduites. Mais par exemple, si on est dans le monde académique classique, type université, lycée, tout ça, pour les enseignants et les apprenants, il y a une licence gratuite. Donc, il y a un petit formulaire à remplir avec des preuves qu'on est bien dans cet établissement. Ils ont également, pour les projets open source, si par exemple vous participez à un projet open source qui est actif depuis au moins, je crois, 2 ou 3 mois et qui a des commits réguliers et que vous êtes dans l'équipe, vous pouvez bénéficier d'une licence pareil gratuite, 1 an, renouvelable tout le temps que vous participez à ce projet. Si vous êtes dans une formation courte, type bootcamp, une école de code, ça marche aussi. C'est quelque chose que je faisais assez régulièrement avec mes apprenants. En début de promo, on faisait la demande directement et on avait régulièrement des réponses positives. Donc, j'ai jamais eu de galère avec cette option. Par contre, évidemment, il faut envoyer des documents. Enfin bref. Mais voilà, si vous êtes dans un bootcamp, vous pouvez demander à avoir une version gratuite. Bref, il y a plusieurs options qui permettent de réduire les coûts, voire de les avoir gratuites. À vous de voir, je vous laisse regarder cette petite page. Mais globalement, on peut essayer d'avoir des licences gratuites, ce qui est vachement intéressant. C'est relativement malin de leur part, puisque quand on est en apprentissage, c'est qu'on est au début d'un parcours, et ils vont essayer de vous fidéliser pour que plus tard, quand vous soyez un professionnel, vous continuez à utiliser leurs outils. C'est relativement bien joué de leur part. Comme je vous ai conseillé en début de vidéo de tester par vous-même, évidemment, avec WebStorm, on a le droit à 30 jours d'essai gratuit. Il n'y a besoin d'aucun numéro de carte bleue. On télécharge, on a 30 jours gratuits. Donc, ça vous permet de voir un petit peu si ça vous convient ou pas. Alors, en 30 jours, vous n'allez pas maîtriser l'outil, mais ça permet de voir un petit peu si on s'y habitue ou pas. Voilà pour WebStorm. Alors, passons maintenant à l'éditeur suivant qui est Visual Studio Code. C'est un éditeur gratuit et open source qui est édité par Microsoft. Alors, cet éditeur est un petit peu hybride puisqu'il est mis vous allez voir, dans les deux catégories, aussi bien en IDE que dans l'éditeur léger, puisque c'est un éditeur de code léger qui inclut un environnement de développement intégré un petit peu, puisqu'il vient avec ce qu'on appelle l'IntelliSense. L'IntelliSense, c'est tout ce qui va concerner les colorations syntaxiques, l'autocomplétion, etc. Il va venir aussi avec une boîte à outils de debug, un gestionnaire de versionning Git intégré. Donc, en quelques clics, on peut faire des commits. C'est extrêmement pratique. Mais ce qui fait sa grande force, c'est vraiment sa librairie d'extensions. On peut dire que le succès de VS Code vient du fait qu'il soit gratuit, open source et qu'il y a une librairie d'extensions absolument phénoménale. Mais une autre explication au succès de Visual Studio Code est que Microsoft ont vraiment été intelligents dans leur gestion open source, puisqu'ils ont créé donc un éditeur de code open source, etc. Tout le monde peut participer. Mais ce qui est génial, si on va dans les issues, on pourra voir qu'ils ont fait en sorte que l'éditeur de code évolue en fonction des demandes des utilisateurs. On peut voir par exemple ici, il y a un tag qui s'appelle Feature Request. Si je clique sur le tag, on va se retrouver avec toutes les demandes de fonctionnalités des utilisateurs. Par exemple, s'il y avait une bonne fonctionnalité qui était présente dans un autre éditeur de code, il était possible pour tout un chacun de venir faire la demande en demandant, voilà, on aimerait bien que vous intégriez telle et telle fonction. Et l'équipe de développement fait évoluer comme ça l'éditeur de code. Alors d'aujourd'hui, c'est devenu l'éditeur de code le plus plébiscité et qui marche vraiment bien. C'est un excellent éditeur de code. Et là-dessus, Microsoft a vraiment joué le jeu de l'open source
et le résultat est vraiment probant. Alors, Visual Studio Code, attention à ne pas confondre avec Visual Studio, qui est un IDE complet, là pour le coup, développé par Microsoft, mais il me semble qu'il n'est pas en open source, mais c'est orienté un peu langage de programmation back-end et .NET. Maintenant qu'on a parlé des IDE, passons aux éditeurs de code légers. Le premier qui est présenté, c'est Atom. Atom est un éditeur de code qui a été développé par GitHub. Il était extrêmement populaire à sa sortie, notamment par le fait que ce soit GitHub qui le développe. Il avait plein de petites fonctionnalités très très sympas. Le seul petit bémol qu'on peut lui attribuer à cet éditeur, qui est par ailleurs très très bien, c'est que quand on a une vieille machine ou une machine peu puissante, le fait qu'il ait été développé avec Electron, qui n'est pas réputé pour être quelque chose de très léger, ça complique un petit peu l'utilisation. Donc c'est un peu lourd à charger, etc. Et donc voilà, si vous avez une vieille machine, c'est pas un éditeur que je conseillerais. Cela dit, c'est un excellent éditeur. Il est multiplateforme, il fonctionne aussi bien sur macOS, Linux ou Windows. Voilà pour Atom. Passons maintenant au prochain éditeur de texte léger qui est Sublime Text. Sublime Text a une forte communauté du fait de sa rapidité, sa puissance, sa légèreté. C'est un éditeur qui a été codé en C++ et en Python. Donc il est extrêmement rapide, extrêmement léger. Donc même sur des machines peu puissantes ou des vieux coucous, il marche très très bien. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui attribuer, mais c'est même pas un bémol bloquant, c'est que ce soit payant. On va voir ici le prix. Il coûte $80, donc ça doit coûter à peu près 75 €, quelque chose comme ça. Alors, c'est une licence perpétuelle pour la version 3. Par exemple, là, on est sur Sublime Text 3. Donc, toutes les mises à jour du Sublime Text 3 sont prises en compte avec cet achat. Mais par contre, s'il y a un Sublime Text 4, évidemment, il faudra payer une différence. Ça doit coûter une trentaine de dollars, quelque chose comme ça, pour passer d'une version à une version, d'une ancienne version à la dernière version. Ça peut paraître cher, mais étant donné que c'est pas à l'année, ça a son marché. Mais là où c'est intéressant pour nous, c'est que Sublime Text, même si c'est un éditeur de code qui est payant, on peut l'utiliser sans payer. C'est-à-dire que on va avoir régulièrement une pop-up qui vient au milieu de l'écran pour nous rappeler que c'est un éditeur de code payant et que voilà, il faudrait payer. Mais il suffit de cliquer sur fermer la petite fenêtre et on peut continuer à l'utiliser normalement. Il n'y a pas de blocage comme avec d'autres logiciels. Donc c'est un excellent éditeur. C'est un éditeur que j'ai pas mal utilisé, que j'aime toujours autant. Un autre petit bémol qu'on pourrait ajouter, c'est sa configuration. Elle n'est pas vraiment débutant friendly, c'est-à-dire que c'est des fichiers qu'on va éditer. Alors quand on est dev et quand on adore coder, c'est génial. Mais par contre, quand on débute, c'est pas aussi user-friendly que les Visual Studio Code. Voilà, vous pouvez le télécharger, l'installer. Il est pareil, cross-platform, Windows, Mac, Linux. C'est un excellent éditeur de code. On va passer maintenant à l'éditeur de code léger suivant qui est indiqué dans la page de javascript.info, qui est Notepad++. Alors ça pourrait prêter à sourire, mais Notepad++ est un éditeur de code qui existe depuis très très longtemps sous Windows. Alors malheureusement, lui, il n'est pas disponible ni sur Linux ni sur Mac. Il est disponible que sur Windows. Il est en licence donc open source, entièrement gratuite. Alors effectivement, c'est pas l'éditeur ultra sexy et moderne comme peut l'être Visual Studio Code, mais son principal atout, c'est qu'il consomme très très peu de ressources. Il est très très léger, donc on peut l'utiliser sur vraiment des anciennes machines ou des machines peu puissantes. Et il a également le mérite d'exister. Et pour finir, on va passer sur les deux derniers éditeurs de code qui sont littéralement des ovnis dans le monde des éditeurs et aussi les plus anciens, puisque c'est des éditeurs qui sont directement intégrés dans le terminal. On va commencer avec Vim. Vim est à l'image de son site internet officiel, c'est-à-dire pas beau, ça donne pas du tout envie, et pourtant se cache derrière un trésor. C'est vraiment un éditeur de code extrêmement particulier, puisque c'est un éditeur qui fonctionne, qui a pour objectif de favoriser l'ergonomie de travail. Et donc, quand on utilise Vim, on ne quitte jamais ses mains de son clavier. Jamais on prend sa souris, puisqu'il n'y a pas de souris. Évidemment, c'est un éditeur qui existait il y a extrêmement longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas de souris.
Et donc, ça a gardé cette philosophie. Et en fait, donc les développeurs ont fait preuve d'ingéniosité pour essayer d'être le plus efficient possible en ayant le moins d'efforts à faire. Et à ce titre, Vim est exceptionnel. Je vous invite à essayer. Mais alors, il faut préciser que c'est vraiment pas débutant friendly, pas du tout, puisque au début, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on a compris un peu la philosophie et comment il est agencé, ça devient extrêmement plaisant, facile, et ça devient complètement naturel. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas de parler de Vim. Je ferai toute une série de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'adore cet éditeur, et je trouve qu'il existe très très peu de ressources en français. Donc, j'ai pour objectif de partager un petit peu mon kiff pour Vim. Donc, voilà pour Vim. Passons maintenant à Emacs. Emacs, c'est un petit peu le concurrent de Vim, puisque c'est le deuxième éditeur qui est directement intégré dans le terminal. D'ailleurs, dans les universités, etc., on demande souvent aux étudiants de choisir soit Vim, soit Emacs. Ils partagent un petit peu le même terrain, mais ils ont des philosophies un peu différentes, puisque Emacs, c'est plus qu'un éditeur, c'est vraiment un environnement, puisque les adeptes d'Emacs vont étendre cet éditeur au-delà juste pour faire du code. Il y a des gens qui lisent leurs mails dans Emacs, il y en a qui font du chat par IRC, enfin, ça va assez loin, et on peut vraiment... il y a des gens qui vivent quasiment que dans Emacs. C'est vraiment un éditeur qui est ultra extensible, c'est l'un des plus extensibles. Alors, Emacs partage un peu la même vision que Vim par rapport au clavier, à la nuance près que Vim, c'est presque un langage, c'est une façon un peu plus ergonomique d'utiliser le clavier. Emacs, ça va être des raccourcis clavier à mémoriser. Donc, il y aura beaucoup de raccourcis clavier à mémoriser. Il n'y a pas vraiment de moyens mémotechniques pour les retenir, donc c'est vraiment de l'apprentissage. Mais une fois qu'on les a dans les doigts, ça va très très vite. Donc, c'est vraiment orienté raccourci clavier et pas lâcher et utiliser très peu sa souris. Alors, ces deux éditeurs sont plutôt destinés à des gens qui ont un état d'esprit que je qualifierais proche de l'état d'esprit des arts martiaux. C'est-à-dire que ces deux outils qui sont un peu compliqués à prendre en main, mais qui donnent énormément de satisfaction quand on devient de plus en plus à l'aise avec. Ça va nécessiter également pas mal de configurations, pas mal de recherches. C'est-à-dire que pour avoir un environnement de développement qui soit digne de ce nom, ça va nécessiter pas mal d'efforts. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la configuration, les recherches, ces deux éditeurs, ce ne sera pas fait pour vous. En revanche, si vous voulez miser sur du très long terme, puisque ces deux éditeurs étaient là bien avant les éditeurs à la mode, et à mon sens, ils seront là bien après. Pour donner un exemple, Vim, ça fait plus de 40 ans qu'il existe, et à mon avis, il est là pour encore un moment. Donc, à vous de voir. Si vous souhaitez miser sur le très long terme, investir du temps dans ces éditeurs peut être très intéressant. Voilà pour cette vidéo. Évidemment, il existe beaucoup plus d'éditeurs de code. C'était juste pour donner quelques exemples. Mais je suis certain que vous trouverez l'éditeur qui vous convient. Il suffit juste de passer un petit peu de temps pour essayer de se poser les bonnes questions et de savoir ce qui nous convient le mieux. N'hésitez pas à donner en commentaire vos éditeurs favoris. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!